La Cour de cassation continue en toute impunité de commettre des excès de pouvoir et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler des indus qui sont liés au non-respect de la NGAP. Alors la NGAP, c'est quoi? C'est la nomenclature générale des actes professionnels. En France, on a établi, à partir de 72, et on l'actualise régulièrement depuis, on a établi une liste de tous les actes médicaux et paramédicaux qui peuvent être faits en France par des professionnels de santé et qui sont surtout pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre de l'assurance maladie. Je vous donne quelques exemples de contentieux que j'ai eu à traiter, et le contentieux qui m'a le plus marqué, c'est le 1er contentieux que j'ai eu à traiter, c'était une maman, qui avait une enfant lourdement handicapée et cette enfant, elle était adolescente et pour pouvoir transporter son enfant, elle avait besoin d'une poussette et vous vous rendez compte qu'une poussette pour une adolescente, bah, forcément, c'est une poussette qui est assez volumineuse, une poussette qui coûte cher. Elle avait acheté cette poussette et elle avait demandé en fait à l'assurance maladie de la prendre en charge. Et la caisse primaire d'assurance maladie avait dit: «Bah, écoutez, je suis désolé, mais cette poussette-là, ce modèle précis ne figure pas dans la NGAP. On a d'autres poussettes, mais on n'a pas celle-là, donc je ne peux absolument pas la prendre en charge, même si c'est justifié pour votre enfant d'avoir cette poussette, comme elle n'est pas dans la NGAP, je ne peux pas la prendre en charge». Il y a, d'autres contentieux qui sont beaucoup plus, récurrents, le contentieux, par exemple, des taxis. Les taxis, ils font beaucoup de trajets, en fait, pour le compte de l'assurance maladie, pour, véhiculer, en fait, un patient de son domicile à l'hôpital, de son domicile vers, des soins, particuliers dont il a besoin. Donc il y a des conventions, en fait, qui peuvent être faites comme ça, conclues entre un taxi et une caisse primaire d'assurance maladie. Vous avez bien évidemment tous les infirmiers, à titre libéral qui vont, vous soigner, vous vacciner et cetera. Et évidemment aussi, les pharmaciens qui vont, par exemple, vous vendre un fauteuil roulant et qui vont donc devoir coter, en fait, cet acte lorsqu'ils vous vendent un fauteuil roulant. Donc vous voyez que ce que font les caisses primaires d'assurance maladie dans l'objectif de lutter contre la fraude sociale, c'est qu'ils prennent au hasard, un infirmier et ils vont vérifier sur les, 3 précédentes années, tous les actes qu'il a «facturés» entre guillemets à l'assurance maladie et la caisse va essayer de vérifier si ces actes correspondent bien à une prescription médicale, si ces actes étaient justifiés, s'il n'y a pas un cumul de cotations pour un même acte, et cetera. Donc ça, c'est ce que font les caisses primaires d'assurance maladie. Elles le font de plus en plus fréquemment, et c'est ce qui pousse en fait après, la caisse, en fait, elle va dire: «Bon, bah, tous ces actes-là, dans la liste que je viens d'établir, tous ces actes-là ne peuvent pas être pris en charge au titre de la NGAP, donc on vous a remboursé quelque chose que nous n'aurions pas dû de rembourser, pas prendre en charge plus exactement, et donc ceci génère un indu et en fait la caisse va réclamer à l'infirmier, au pharmacien et cetera, elle va réclamer l'indu de tout ce qui ne respecte pas la NGAP. Donc vous voyez que c'est un contentieux protéiforme qui concerne énormément en fait de médecins et d'auxiliaires médicaux. La NGAP, où est-ce qu'on la trouve? La NGAP, c'est simple, hein, vous allez sur Google, vous mettez nomenclature des actes professionnels, vous tombez sur le site d'Amélie, vous cliquez en bas, et quand vous cliquez en bas, vous avez notamment donc toute la NGAP avec ses articles liminaires, et l'article qui nous intéresse, c'est l'article 5. Et l'article 5 ne fait que formuler dans une manière un peu empoulée tout ce que je viens de vous décrire auparavant, c'est-à-dire que l'article 5 vous dit: on ne peut prendre en charge au titre de l'assurance maladie que les actes qui ont été effectués par les médecins, par les dentistes, par les sages-femmes ou par tous les auxiliaires médicaux, pourvu que, et c'est ça cette condition qui est très importante, pourvu que ces actes fassent l'objet d'une prescription médicale qualitative et quantitative, autrement dit une véritable prescription médicale, d'accord? Et que en plus ces actes relèvent de la compétence de l'auxiliaire médical évidemment, voilà. Savoir qui peut vacciner, n'importe qui ne peut pas vacciner. Donc pour les auxiliaires médicaux, il faut, c'est ce qu'exige la NGAP, il faut une prescription médicale quantitative et qualitative. Et vous allez voir que c'est là où le bas blesse parce que dans les contentieux que je vous ai décrits tout à l'heure, par exemple les taxis, parfois ils font un trajet, ils le font tous les jours pour quelqu'un qui a besoin de soins récurrents, et à un moment donné, le médecin qui a prescrit, parce qu'il faut bien comprendre que l'auxiliaire de justice, c'est pas lui qui fait la prescription, c'est le médecin qui prescrit, c'est l'hôpital qui prescrit. Et à un moment donné, le médecin, voilà, tarde à faire la prescription, et il établit cette prescription a posteriori.
Il dit, voilà, l'état de santé de cette personne-là, elle n'a pas évolué, elle peut pas marcher, donc il faut bien qu'il y ait un taxi qui la transporte tous les jours pour aller à l'hôpital. Donc, vous voyez, voilà, ce que dit le médecin, c'est voilà, ok, j'ai raté la prescription, mais j'en fais une a posteriori qui dit que, en fonction de l'état de santé de cette personne, c'est justifié qu'il y ait eu des trajets en taxi. Je vous donne cet exemple-là. On en arrive à l'arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation, donc, dans cet arrêt de 2024, nous dit, elle vise, donc un article du Code de la Sécu qui ne nous intéresse pas, mais elle nous vise bien l'article 5C de la NGAP, que je viens de vous expliquer, et l'article 5C de la NGAP, elle date bien de 72, mais elle a été actualisée ensuite, et donc là, la version que je vous ai donnée, c'est la version de 2022. Mais sur l'article 5C, ça n'a pas bougé. Cet article-là ne bouge pas. Et la Cour de cassation, elle interprète ce deuxième article-là, il résulte du second de ces textes. Que la prise en charge, c'est ça la solution de la Cour de cassation, la prise en charge par l'assurance maladie des actes qui ont été effectués par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale. Ce que nous dit la Cour de cassation, c'est si vous avez l'ordonnance avant, c'est OK. Si vous avez l'ordonnance après, c'est pas OK. Sauf que quand vous relisez le texte là, d'accord, à aucun moment on vous dit que la prescription doit être faite antérieurement. D'accord? La Cour de cassation, elle commet un excès de pouvoir parce qu'elle rajoute à l'article 5C de la NGAP que vous avez sous les yeux une condition qui n'y figure pas. Et quand une cour d'appel, quand un tribunal fait ça, la Cour de cassation, elle casse l'arrêt, la décision de justice, en disant c'est une violation de la loi parce que vous y avez ajouté une condition qui n'y figure pas. Eh bien, la Cour de cassation, dans l'arrêt que vous voyez exactement ici, elle rajoute le antérieurement. Ce antérieurement, il n'est pas dans la NGAP. Je suis désolé, je l'ai relu, vous l'avez lu avec moi, c'est pas possible. Et là, un juge, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, OK, il y a dans toutes les prescriptions qui avaient été faites, l'indu était à 90 000 euros. Mais la Cour d'appel avait dit, pour 12 000 euros, il n'y avait effectivement pas de prescription a priori, mais il y avait des prescriptions médicales de régularisation qui ont été établies a posteriori. Et moi, juge, je les ai vues, je les ai analysées, ces prescriptions, et je peux dire en tant que juge que ces prescriptions, même si elles sont établies a posteriori, elles révèlent bien la nécessité des soins qui ont été dispensés aux patients. Ce que dit la Cour d'appel là, c'est peu importe que la prescription soit faite avant ou après, si cette prescription, elle est justifiée par l'état de santé du salarié, alors c'est bon, c'est pris en charge par la Sécu. Et la Cour de cassation nous dit non, ça c'est faux, il faut que ce soit fait antérieurement, alors que le texte ne le dit pas. Alors pourquoi la Cour de cassation fait ça? On peut se poser la question, c'est la Cour de cassation, elle ne rend pas des décisions qui sont complètement sorties de nulle part. En fait, elle fait ça parce que la caisse primaire d'assurance maladie, quand elle fait ses contrôles, elle ne peut se fonder que sur les prescriptions qu'elle a sous les yeux et les rapporter aux soins qui ont été effectués par l'auxiliaire médical. Donc effectivement, quand elle voit qu'il manque des prescriptions, elle va générer un indu, elle va dire, bah voilà, toutes ces prescriptions-là sont a priori indues, et l'auxiliaire de justice, il vient après en disant, oui mais c'est bon, pour toutes ces prescriptions-là, j'ai obtenu des régularisations par les médecins qui les ont prescrites, tout va bien. Et la Cour de cassation dit, en fait, cette régularisation, je veux même pas en entendre parler. Quand la caisse, elle a établi un indu, et ben en fait, tout se cristallise à ce moment-là. Et ça, c'est particulièrement choquant. Voilà, elle le dit clairement, d'accord? Les prescriptions en question avaient été établies postérieurement à l'engagement des soins litigieux, de sorte que bah, ça ne répond pas, et c'est ça qu'elle dit, la corrélation à la fin, ça ne répond pas aux conditions fixées par la NGAP. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur grossière parce que l'article 5, il ne vous dit pas ça. Mais si la Cour de cassation raisonne ainsi, c'est clairement pour, entre guillemets, faciliter le travail des caisses, qui vont pouvoir identifier des indus. Et ma foi, le débat est clos une fois qu'elles ont fait ça. On prive, en fait, l'auxiliaire de justice, le médecin, l'hôpital même parfois, de pouvoir rapporter la preuve devant un juge que, eh bien, en fait, ces soins qui ont été dispensés, qui ont été prescrits, même s'ils l'ont été a posteriori, ces soins étaient parfaitement justifiés par l'état du malade. Et ça, je trouve ça choquant, c'est un excès de pouvoir. Il y a des excès de pouvoir, à la limite, on s'en fout. Bon, bref, c'est pas intéressant, entre guillemets, mais là, c'est sur une question de prise en charge des soins, et je vous ai donné des exemples où vous voyez, cette prise en charge des soins,
elle est importante pour une enfant handicapée adulte, pour ce genre de voilà. Il faut qu'on puisse avoir un débat devant un juge pour dire: «Oui, c'est justifié qu'il y ait une prise en charge» et donc la cour de cassation qui commet un excès de pouvoir pour en plus amputer un juge de la prérogative d'exercer son mandat de juge, de pouvoir être un juge tout simplement, je trouve ça choquant, je trouve ça révoltant et je sais pas, en fait, la Cour de cassation l'a déjà fait à propos des arrêts maladie. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, récemment, d'ailleurs, sur les activités qui étaient autorisées pendant un arrêt maladie. Et la Cour de cassation dit, eh bien, en fait, il faut que cette activité ait été autorisée avant l'arrêt maladie, mais pas a posteriori. Et je vous ai dit, ça, c'est une atteinte au droit à la santé. Cette solution-là, c'est une atteinte au droit à la santé. Ce sont des excès de pouvoir qui sont graves, et j'espère qu'ils seront critiqués par la doctrine, etc. Et j'espère que la Cour de cassation reviendra là-dessus, parce que c'est pas du droit, ça. C'est de l'excès de pouvoir.